soir, dans une maison perdue dans la campagne, une jolie blonde se prépare du popcorn pour une soirée cinéma. Le téléphone sonne. Au bout du fil, un homme de prime abord plutôt doux et gentil qui semble s'être juste trompé de numéro. Mais au bout d'un moment, il devient étrangement de plus en plus insistant. Il lui demande son nom, elle refuse, en lui demandant pourquoi il voudrait savoir comment elle s'appelle. Il lui répond qu'il aime bien connaître les noms des personnes qu'il regarde. Et c'est à ce moment-là que la petite vie tranquille de Casey Baker va basculer. « 12 minutes de purs frissons qui vont devenir instantanément cultes. Cette scène a été imaginée par le jeune auteur Kevin Williamson. Il est tranquillement chez lui, un soir, en train de regarder un reportage à la télévision qui raconte le massacre qui a eu lieu quelques années plus tôt dans la ville de Gainesville. En effet, le tueur en série Danny Rowling a assassiné 5 étudiants. En regardant l'émission, le jeune scénariste remarque qu'une de ses fenêtres est ouverte dans son salon. Il a tout de suite réalisé à quel point il serait facile pour quelqu'un d'entrer chez lui et de lui faire du mal. Cette angoisse que va lui procurer cette pensée va l'influencer pour la jeunesse d'un script. L'idée du jeune scénariste qui débute dans le milieu est de rédiger un récit de 18 pages sur l'histoire d'une jeune fille, seule dans sa maison, traquée au téléphone puis attaquée par un tueur portant un masque blanc. Il met tous ses efforts pour que ce scénario soit original, satirique et ancré dans l'air du temps. Sans le savoir, Kevin vient de créer la recette parfaite. Ça sera un des plus grands projets de sa vie, un projet qui lancera une saga très lucrative et surtout, un projet qui va relancer un genre. C'est parti pour la saga Scream. Tout commence en 1994, quand les grandes franchises d'horreur qui ont fait le bonheur des studios de cinéma durant plusieurs années disent adieu à un public déjà bien lassé par le genre. Au même moment, le jeune comédien scénariste Kevin Williamson, qui est au chômage, reste seul à Palm Springs pour se focaliser sur son nouveau scénario qu'il a sobrement intitulé Scary Movie. Il espère vendre le script pour éponger ses dettes. Il va rédiger pendant 3 jours un long manuscrit de plusieurs pages, puis 2 autres séparés en blocs de 5 pages dans le but de créer 2 autres suites, Scary Movie 2 et Scary Movie 3. J'étais tellement désespéré quand j'ai écrit le script, je ne pouvais même plus payer mes factures et le paiement de ma voiture. J'avais également 3 mois de retard sur mon loyer. L'idée d'accompagner le script avec de possibles suites, c'est d'attirer le plus d'acheteurs possible en vendant les mérites non pas d'un film, mais bel et bien d'une trilogie horrifique. C'est une bonne idée, car plusieurs producteurs sont très attachés aux franchises d'horreur. Il dépose son histoire à son agent qui est assez perplexe face à la violence de certaines scènes. Il faudra attendre seulement quelques jours pour qu'une guerre des enchères éclate entre les grands studios de cinéma comme la Paramount Pictures, Universal Studios et Morgan Creek Productions. Mais c'est la productrice Cathy Conrad qui tombe sur le scénario et qui se dit que c'est exactement ce que les frères Weinstein recherchent pour leur nouveau label Dimension Film. Elle apporte donc à Bob Weinstein qui est immédiatement intéressé. Finalement, Kevin empoche $400 000 et un contrat pour 2 autres suites et même un éventuel 4e film. Le scénariste avoue avoir choisi Dimension Film parce qu'il savait que la société produirait Scary Movie au plus vite et sans modifier ou censurer la violence. Du côté de la réalisation, le producteur pense directement à Wes Craven dès la mise en place du projet. Le metteur en scène venait déjà d'expérimenter le côté méta en sortant le 7e épisode de la saga Freddy. Bob est persuadé que Wes est la personne idéale pour porter à l'écran le scénario mélangeant la comédie et l'horreur. On ne peut plus faire un film de genre typique où c'est toujours le même schéma qui se répète. À l'avenir, il faudra éviter les clichés de films d'horreur où le public s'en moquera. Il faut inventer un nouveau type de film. Mais malheureusement, le réalisateur est en plein développement d'un remake pour La Maison du Diable, sorti en 1963, et songe après cet énième film d'horreur à s'éloigner du genre horrifique. Le studio contacte alors plusieurs cinéastes comme Robert Rodriguez, George Romero et Sam Raimi. Mais les metteurs en scène ne comprennent pas vraiment le genre de film auquel appartient Scary Movie, le voyant plus comme une comédie gore plutôt qu'un film d'horreur. Au même moment, l'actrice Drew Barrymore est emballée par le scénario et signe pour le long métrage. Lorsque la production de La Maison du Diable est stoppée, Wes Craven est logiquement libéré de cet engagement et doit donc trouver rapidement un nouveau projet. Durant une session d'autographe, un de ses fans lui dit qu'il a adoré tous ses films, mais que ses récents projets n'étaient plus aussi percutants que les anciens. L'adolescent lui dit qu'il devrait réaliser un nouveau film avec beaucoup plus d'ambition. Juste après cette rencontre, Craven est informé que Drew Barrymore est prise pour le film. Il estime donc que Scary Movie doit être différent des autres œuvres sur lesquelles il a déjà travaillé et accepte finalement l'offre. Pendant ce temps, Bob souhaite changer le titre Scary Movie car il le trouve inadapté pour un film d'horreur.
Juste avant la fin du développement, ils décident de le modifier passant de Scary Movie à Scream, titre inspiré par la musique éponyme de Michael Jackson. Le dirigeant de Dimension Film se rend compte également en examinant le scénario qu'il y a une trentaine de pages sans aucune mort. Il demande alors au scénariste d'en ajouter une, et c'est ainsi que la mort du proviseur intervient. En ce qui concerne le mobile du tueur, Kevin juge qu'il faut que les spectateurs comprennent ses motivations, même s'il estime par ailleurs que l'idée du tueur qui n'a aucun mobile sera encore plus effrayante. L'opinion du studio est alors partagée entre ceux qui voient un motif du tueur nécessaire pour comprendre ses agissements, puis ceux qui voient une histoire encore plus effrayante sans mobile. Mais comme l'histoire comporte deux tueurs, Williamson a l'idée de donner à l'un un mobile et non à l'autre, afin de mettre tout le monde d'accord. Pour les slashers classiques, on a eu souvent le droit à des acteurs peu connus ou inexpérimentés, et ça se voyait à l'écran. Mais Scream bénéficie d'un très bon casting, avec des acteurs qui ont déjà fait leurs preuves à la télévision. Nous nous sommes retrouvés avec le meilleur casting que j'ai jamais eu la chance de diriger. Je pense qu'ils font partie des meilleurs acteurs dans ce genre de film. Je pense que Scream est l'un des premiers films à capitaliser sur le monde de la télévision. On a trouvé des actrices et des acteurs qui n'avaient pas encore vraiment percé. Comme je l'ai dit juste avant, Drew Barrymore est la première actrice à s'intéresser au projet. Elle est à l'époque connue entre autres pour son rôle dans E.T. l'extraterrestre, mais aussi pour ses nombreuses frasques concernant sa vie privée. Bien qu'elle se soit séparée de ses problèmes de drogue, elle garde cette image de mauvaise fille. Les producteurs profitent malgré tout de son intérêt inattendu pour lui offrir le rôle principal de Sidney Prescott. Mais 5 semaines avant le début du tournage, Barrymore est confrontée à des engagements inattendus pour d'autres projets cinématographiques. Elle veut cependant rester impliquée dans le projet et espère jouer la première victime du film. Pour elle, il s'agit d'induire le spectateur en erreur en leur faisant croire qu'elle survivrait, étant l'une des actrices les plus connues du film. Tuer l'une des têtes d'affiche lors de la première scène est un risque, mais au fond, c'est très intelligent, puisque la production comprend que ce sera encore plus choquant et inattendu pour les spectateurs. Malgré son petit rôle, elle va acquérir une plus grande notoriété après son apparition dans Scream. Pour le rôle de Sidney Prescott, qui est décrite comme une jeune femme intelligente et débrouillarde, la production pense d'abord à Reese Witherspoon, mais elle refuse. C'est alors que Wes Craven remarque Neve Campbell dans la série La Vie à 5 et lui demande d'auditionner. C'est un personnage fantastique pour tout genre de film. J'ai tout de suite adoré le scénario. On ne peut pas le poser avant de l'avoir fini. J'adore le rythme, il n'y a aucun temps mort. J'aime l'évolution de mon personnage au fil du film. Au début, elle est vulnérable, puis elle devient forte. Pour le rôle de Gail Weathers, une journaliste qui se présente comme étant une manipulatrice prête à tout pour obtenir un scoop, Courtney Cox contacte elle-même le studio pour obtenir le rôle. L'actrice est surtout connue à cette époque-là pour son personnage de Monica Geller dans la série à succès Friends. Nice try. Wait. Look, Monica. This is not gonna work. Avec ce film, elle souhaite casser son image de gentille fille qui lui colle à la peau. Gail est une sacrée garce, elle a ce qu'elle veut quand elle veut. Mais c'est un personnage complet. Je voulais qu'elle ait plusieurs facettes à son caractère. Tous ces personnages sont rares. C'est à des années-lumière du film d'horreur classique. C'était très amusant de se la jouer ringarde et maniérée. Pour le rôle de Billy, plusieurs acteurs sont envisagés comme Justin Whalin, Joaquin Phoenix ou encore Ben Affleck, mais c'est finalement Skeet Ulrich qui obtient le rôle. Les producteurs le considèrent parfait, notamment grâce à sa ressemblance avec Johnny Depp lorsqu'il est apparu dans Les Griffes de la Nuit. David Arquette est lui aussi approché pour le rôle de Billy, tout comme celui de Stu, mais l'acteur est plus intéressé par celui de Dewey Riley. Le personnage décrit à la base comme étant un belâtre est tout d'abord mal adapté par rapport au physique assez mince d'Arquette, mais ce dernier est quand même autorisé à passer l'audition. Le metteur en scène apprécie son approche plus douce et amusante du personnage et lui confie finalement le rôle. Je pense avoir apporté un élément doux à Dewey Riley. C'est un personnage aimant, il est comme un petit enfant dans le corps d'un adulte. Et pour finir, c'est en accompagnant sa petite amie de l'époque qui travaille dans le même bâtiment où se déroulent les auditions de Scream que Matthew Lillard est remarqué par la directrice de casting qui le croise dans le couloir et lui demande de passer des tests pour le rôle de Stu. D'après l'équipe qui était présente ce jour-là, il remporte le rôle avec une incroyable férocité. Pour les effets spéciaux, les producteurs font appel au groupe Kind Effect. Une de leurs premières missions est de créer le masque du tueur. Mais dans son scénario, Williamson a seulement décrit le tueur avec un masque de fantôme blanc, ce qui ne donne à Wes Craven aucune information spécifique. Mais pendant les repérages du film, la productrice Marianne Maddalena découvre par hasard un masque blanc étrange dans une maison ayant précédemment servi pour le film L'ombre d'un doute, sorti en 1943. Le masque est d'un blanc immaculé et représente une caricature de quelqu'un qui crie et qui pleure en même temps. Nous avons pris le masque et nous l'avons envoyé aux dirigeants de Dimension Film et ils nous ont répondu « Ok, on adore ça ». Demandez à l'équipe KNB Effects de réaliser un masque de ce genre-là, parce que nous ne possédons pas les droits. Effectivement, le masque appartient à la société de déguisement Funworld. À l'époque,
L'entreprise avait créé ce masque pour la saison d'Halloween de 91-92 et l'a intitulé « Le fantôme aux yeux de cacahuète ». KNB développe plusieurs croquis, mais Craven n'est pas satisfait. Il décide donc de copier le design du masque de Ghostface, enfin, le fantôme aux yeux de cacahuète, pour créer leur propre masque en y apportant quelques modifications pour éviter toute violation de droits d'auteur évidemment. L'équipe réalise plusieurs moules, mais le cinéaste ne trouve aucun masque au niveau de ses attentes. Prêt à tout pour utiliser le visage trouvé durant les repérages, il convainc finalement le studio d'approcher Funward et obtiennent les droits pour l'utilisation du masque, à condition de bien créditer la marque au générique. Comme le scénario parle d'un tueur portant un masque de fantôme, le metteur en scène et les concepteurs avaient à l'origine l'intention d'utiliser une cape et une capuche blanche pour le costume. Mais heureusement, Marianne Maddalena a estimé que la cape serait plus effrayante si elle était noire. Le tournage débute le 15 avril 1996 avec un budget d'environ 14 millions de dollars. Craven commence avec l'une des scènes les plus importantes du film, la fameuse scène d'ouverture. Cette séquence culte qui met en vedette Drew Barrymore est tournée en seulement 5 jours. Fait amusant, lorsque Ghostface brise une fenêtre avant d'attaquer le personnage, c'est Wes Craven en personne qui est caché sous le costume et qui par ailleurs se prend réellement un coup de téléphone. Durant cette première semaine, le réalisateur utilise la sensibilité de l'actrice en lui racontant des histoires sur des animaux malmenés pour l'aider dans sa performance. Les premiers jours se déroulent plutôt bien jusqu'à ce que Bob Weinstein critique les premiers aperçus. Il déteste le masque qui n'est pas assez effrayant, voire même idiot selon lui. Après avoir examiné les rushs de la scène d'ouverture, une partie du studio doute de la faculté du film à être effrayant. Il pense même à remplacer Wes Craven à la dernière minute. Le producteur demande à ce qu'une scène du film soit tournée avec 7 masques différents dans l'intention de choisir son préféré. Après avoir vu le masque en action, le studio et Bob Weinstein sont finalement convaincus. Le réalisateur est rassuré et peut poursuivre tranquillement le tournage. En ce qui concerne Roger Jackson, l'acteur qui joue la voix de Ghostface, il passe de véritables appels aux acteurs pour les besoins de certaines scènes tout en étant caché. If you hang up on me, you'll die just like your mother. Listen, asshole! No, you listen, you little bitch. You hang up on me again, I'll gut you like a fish, understand? J'avais besoin d'avoir la voix de Roger au téléphone durant les scènes pour faire une performance comme celle-ci. Le tournage du troisième acte, soit plus de 40 minutes à l'écran, a duré 21 nuits. La scène intitulée Scène 118 est considérée comme la plus difficile à avoir été tournée car elle prend place dans un seul lieu. Les acteurs passent de nombreux jours à tourner des séquences physiquement et émotionnellement intenses, couverts de faux sang et de fausses blessures. Leurs vêtements sont exactement les mêmes pendant toute la durée du tournage et sont donc ni changés ni lavés. L'intérêt est qu'il n'y ait pas de faux raccords. Comme la scène se passe en soirée, toute l'équipe doit évidemment tourner durant la nuit jusqu'à l'aube. Une fois bouclé, les membres de l'équipe étaient tellement heureux qu'ils se sont tous mis à porter des t-shirts avec l'inscription « J'ai survécu à la scène 118 ». Toujours au sujet de ce troisième acte, l'un des tueurs dit « T'as vraiment appelé la police? À ton avis, tu crois que je me suis gêné? Merde, mes parents vont être sacrément pétards contre moi. » Cette réplique n'était pas du tout prévue. Wes Craven, très surpris, a ri de bon cœur et a décidé de la garder dans le montage final. Ensuite, Billy frappe Stu avec le téléphone. Mais ça aussi ce n'était pas du tout prévu, car le téléphone a accidentellement glissé des mains de Skeet Ulrich à cause du faux sang. Donc cette réaction Aïe, t'es pas obligé de me foutre le téléphone dans la gueule. Était en fait la réaction de Matthew Lillard. Scream sort finalement le 20 décembre 1996, une date que beaucoup de personnes critiquent, s'agissant de la période de Noël où ce sont généralement les films familiaux à la Disney qui sont les plus attendus. Le long métrage connaît d'ailleurs une première semaine très décevante, mais contre toute attente, le film surprend dès sa deuxième semaine en augmentant ses recettes grâce au bouche à oreille. Il poursuit sur cette même lancée durant les semaines suivantes, atteignant la barre des 100 millions de dollars et les éloges de la critique. L'intrigue est formidable, les rebondissements sont nombreux, les dialogues sont aussi tranchants que le couteau de Ghostface, et le meurtre de Drew Barrymore dans la scène d'ouverture reste l'une des meilleures surprises de l'histoire du cinéma. Scream est une rareté, une parodie de film d'horreur qui réussit presque aussi bien à faire peur qu'à faire rire. C'est parce que le réalisateur Wes Craven, en plus d'avoir une véritable affection pour le genre, comprend à quel point il est incroyablement improbable et facile de s'en moquer. Au fil des semaines, Scream devient le 20e film d'horreur le plus rentable de tous les temps et détient le record à l'époque du plus grand succès pour un slasher. Comme vous le savez déjà, en écrivant les prémices du script qui était tout d'abord intitulé Scary Movie, Kevin Williamson a développé à côté 2 blocs de 5 pages pour 2 possibles suites. Il avait donc déjà quelques idées pour ce deuxième épisode. Il savait déjà que la plupart de l'action se déroulerait au sein d'une université et qu'évidemment, un nouveau tueur masqué commencerait une nouvelle série de meurtres.
Allô ? Le succès de Scream fut si énorme que son metteur en scène reçoit un contrat pour diriger 3 futurs films avec la société de production Miramax. L'inévitable Scream 2, prévu pour décembre 97, La musique de mon cœur, un drame biographique car le réalisateur voulait s'éloigner des films de genre, et pour finir, Scream 3 bien sûr. Dimension Film prend la décision de commencer le développement de Scream 2 en janvier 1997, au moment où Scream était à sa 3e semaine d'exploitation et dépassait les 50 millions de dollars de recettes sur le sol américain. Durant le tournage du premier film, Kevin avait déjà écrit une 40aine de pages pour la suite. Un premier scénario qui pousse l'autodérision encore plus loin en débattant des suites inutiles et la violence au cinéma. Un sujet qui intéresse Wes Craven car ses œuvres ont toujours été la cible de la censure qui perçoit les films d'horreur comme une forme de cinéma dangereux. Il a d'ailleurs souvent été critiqué à cause de ses longs métrages violents, mais le metteur en scène se défend. C'est un débat qui ne mène nulle part. Tout art comporte des risques et en même temps, chaque culture a ses particularités. Malgré tout, la liberté d'expression existe, surtout dans l'art, et doit être respectée. Il y a toujours un malade, prêt à tuer pour une raison stupide. Il justifie souvent son acte en désignant un coupable, en l'occurrence, les films d'horreur. Plusieurs titres sont envisagés pour ce nouveau film comme Scream Again ou Scream, la suite. Et on est bien content de voir qu'aucun de ces titres n'a été retenu. Au niveau du casting, le retour du personnage de Sidney Prescott est évidemment très important, mais pas de souci de ce côté-là, Nive était déjà sous contrat avant même le tournage du premier film. Elle reprend donc le rôle qui a fait d'elle une star quelques mois auparavant, en touchant exactement le même salaire. C'est toujours un peu effrayant de rejouer le même rôle parce que vous ne voulez pas l'étaler. Mais comme je joue aussi dans La Vie à 5 et dans un autre film qui s'appelle Sex Crimes, revenir dans la suite de Scream, c'était comme revenir dans une famille. Le planning est très chargé pour l'actrice. En effet, elle joue toujours son rôle de Julia dans la série La Vie à 5 diffusée sur la Fox. Ses lundis et mardis sont donc consacrés à la série télévisée durant la journée, tandis que les mercredis, jeudis, vendredis, samedis et dimanches sont consacrés à Scream 2. Comme si ces semaines n'étaient déjà pas assez chargées, la plupart des scènes pour le film étaient tournées la nuit. Le dimanche, elle travaillait donc jusqu'à 6h du matin, rentrait chez elle pendant 15 minutes pour se doucher de tout ce faux sang et se rendait immédiatement sur le plateau de La Vie à 5 qui devait se dérouler toute la journée. Du côté de Courtney Cox, elle est ravie de reprendre son rôle de Gail Weathers. C'est un personnage qu'elle affectionne tout particulièrement. C'était une expérience enrichissante parce que Scream ne ressemblait en rien à tout ce que j'avais pu faire jusque-là. Le personnage de Gail est plus riche, plus profond que les autres rôles qu'on m'avait offerts et pour lesquels on me demandait avant tout de fondre sous le charme de Michael J. Fox ou de Jim Carrey. Après le retour de tous les survivants du premier film, la production se charge de trouver un nouveau groupe d'acteurs pour la suite du casting. Les recherches se penchent surtout vers des acteurs expérimentés, doués et populaires dans le milieu de la télévision. Par exemple, pour le rôle de Sissy Cooper, c'est Sarah Michelle Gellar qui est choisie. Elle est à l'époque l'héroïne dans la série Buffy contre les vampires et venait tout juste de terminer le tournage d'un autre film écrit également par Kevin Williamson, le fameux Souviens-toi l'été dernier. Malgré son planning chargé, Sarah a admis qu'elle avait accepté de jouer dans Scream 2 sans avoir lu le scénario. C'est bien de temps en temps de faire un plus petit rôle parce que la pression est tellement forte sur moi au quotidien en faisant Buffy contre les vampires. C'était agréable de se sentir bien. Je fais partie du casting mais sans la pression immense qu'on peut ressentir quand on a un rôle plus présent dans ce genre de projet. Pour Derek, le nouveau petit ami de Sidney qui est étudiant en médecine, c'est l'acteur Jerry O'Connell qui obtient le rôle. À ce moment-là, il est notamment connu pour son interprétation de Queen Mallory dans la série Sliders, les mondes parallèles. Petit fait amusant, toutes les personnes qui ont auditionné pour ce rôle devaient jouer la scène où le personnage chante I Sing I Love You dans la cafétéria. Nous avons également Timothy Olyphant qui interprète le rôle de Mickey Altieri, Laurie Metcalf interprète la journaliste Debbie Saul, et enfin, Jada Pinkett Smith joue Maureen Evans. L'actrice est d'ailleurs déterminée à avoir la pire mort à l'écran. Je me souviens avoir dit au réalisateur « Je veux la mort la plus horrible qui soit jamais arrivée dans un film d'horreur. Je veux que ce soit long et atroce. » La plupart de ces acteurs ont un rôle important dans une série télé, ce qui rend leur disponibilité assez limitée. Mais c'est un choix stratégique pour attirer le plus de spectateurs possible. Il fallait avant tout élargir le public potentiel du film. Le seul moyen était d'employer des acteurs déjà connus du grand public et pas seulement des fans de cinéma de genre. Le tournage débute le 16 juin 1997 avec un budget très confortable de 24 millions de dollars. Quand Wes Craven repense à la production du premier Scream, il se dit qu'il avait pris beaucoup de plaisir à travailler sur ce projet. Il y avait une ambiance familiale tout au long de la production. Personne ne croyait en nous honnêtement. Déjà parce que Wes Craven n'était pas un jeune réalisateur branché d'Hollywood, et nous avions 2 acteurs venant de la télévision au casting. Mais nous avions aussi un réalisateur heureux et content d'être là. Nous avions tous une certaine expérience dans le casting. Nous étions tous jeunes et nous étions unis. Nous avons fonctionné un peu comme une famille pendant 2 mois.
Mais le phénomène qu'a suscité le premier film va rapidement changer la donne. Le réalisateur ne va malheureusement plus retrouver l'ambiance détendue et familiale qu'il avait tant aimée à cause de l'énorme attente des fans et du studio. La scène d'ouverture qui représente l'avant-première du film Stab est tournée sur une période de 3 jours. Cette séquence demande énormément de figurants. L'un d'eux a réussi à voler une copie du scénario sur le plateau et a dévoilé les détails sur internet seulement quelques jours plus tard. Alors qu'internet commençait tout juste à devenir populaire, le long métrage devient donc le premier gros film à être victime d'une fuite. Selon les rumeurs, une majeure partie de l'intrigue est dévoilée. Cette fameuse copie de scénario qui se retrouve sur les forums de fans révèle également l'identité de 4 tueurs. Ali, la colocataire de Sidney, son petit ami Derek, Cotton Weary, l'homme accusé à tort du meurtre de la mère de Sidney dans le premier film, et la mère de Billy Loomis, qui voulait venger la mort de son fils. Cette contrainte pousse la production à continuer le tournage avec seulement une partie du scénario pendant que Kevin s'occupe des réécritures. Plusieurs séquences sont modifiées, dont une bonne partie de la scène finale. Après ça, l'identité des tueurs est devenue un secret bien gardé. Même le casting n'avait pas le droit de savoir. Seuls les acteurs inclus dans les scènes de fin sont informés de l'identité de Ghostface le jour même pour écarter tout autre incident de ce type et empêcher que d'autres détails majeurs de l'intrigue soient divulgués. Mais finalement, cette histoire que beaucoup de fans connaissent depuis plusieurs années n'est pas si vraie que ça. Il y a eu effectivement une fuite à cause d'un figurant, mais le scénario qu'il a mis sur le net était un faux. En réalité, ce script faisait partie d'un plan global visant à garder le film secret. La fin avec Ali et Derek en tant que tueur était un brouillon factice. Au moment où le script a été écrit, le studio était déterminé à garder les détails de l'intrigue secrets. Il craignait que l'identité du tueur ne soit divulguée, alors nous avons écrit plusieurs fins. 3 dans l'ensemble si ma mémoire est bonne. Et lorsque les acteurs et les membres potentiels de l'équipe demandaient à lire le script, nous envoyions le script avec la fin factice. Il y avait même une fausse fin où Dewey Riley était le tueur. Ces fins existaient en tant que fausses pistes et rien de plus. Ce sont des mesures extrêmes, mais nous voulions vraiment garder secrète l'identité du tueur. En plus de tout ça, le planning de Scream 2 est relativement serré. Comme le scénariste est pris par d'autres projets, notamment à cause du pilote de sa nouvelle série Dawson qu'il a lui-même écrite et produite, le script final est détaillé dans certains passages, mais pas dans sa globalité. Wes Craven est contraint d'écrire lui-même certaines scènes pendant le tournage. Un vrai bordel. Lorsque Kevin ne pouvait pas être présent sur le plateau, il m'incitait à apporter quelques modifications si j'en sentais le besoin. C'est ce que j'ai fait avec la répétition de la pièce de théâtre dans laquelle joue Sidney Prescott. J'ai développé cette idée en transformant cette pièce en tragédie grecque et en écrivant les dialogues moi-même pour qu'ils reflètent précisément ce que je voulais dire. Avec une production très précipitée, une fuite du scénario sur internet, la pression du studio et les réécritures des scènes le jour même, cette aventure devient très vite très fatigante. Après la fin de ce tournage mouvementé qui se termine par miracle dans les temps, on passe maintenant à la post-production. Wes Craven a tenté de manipuler la MPAA en leur envoyant une version du film plus sanglante et plus violente. Le raisonnement du cinéaste était que les parties du film qu'il souhaitait conserver à la base seraient plus acceptables lorsqu'elles seraient visionnées avec une violence accrue. La motion picture l'obligerait donc à supprimer les images qu'il ne voulait déjà pas conserver à la base, tout en transmettant le contenu qu'il voulait garder. Pour faire plus simple, il a poussé la violence à l'extrême pour que la censure soit beaucoup plus conciliante avec ce qu'il voulait garder à l'origine. Mais ça n'a pas fonctionné. Finalement, Scream 2 reçoit un classement R. Comme pour le premier film, cette suite a reçu un accueil critique majoritairement positif. De nombreux critiques s'accordent à dire qu'il est à la fois plus drôle et plus effrayant. Il est presque choquant que cela puisse fonctionner si bien une deuxième fois, surtout avec un délai d'1 an seulement après le succès fulgurant du film original. Mais dans ce cas précis, la foudre frappe en effet 2 fois. Seules quelques suites ont été aussi bonnes que les originaux. Les personnages du film aiment particulièrement Alien le Retour et Le Parrain 2. Scream 2 fait partie de ces suites, à peu près aussi bonnes que l'original. Le seul reproche qu'a reçu le film à l'époque de la part de la presse mais aussi du public, c'est la mort de Randy. Il y a d'ailleurs John Muir, auteur du livre Wes Craven l'art de l'horreur, qui a qualifié la mort du personnage de moment le plus dévastateur de la suite. C'est l'une des séquences les plus populaires de la saga qui a reçu de très mauvaises critiques. Avec des recettes mondiales qui s'élèvent à plus de 172 millions de dollars, Scream 2 réussit l'exploit de faire quasiment le même box-office que son prédécesseur. Un troisième et dernier épisode est très vite annoncé. Devenu le nouveau Messie avec le succès des 2 premiers Scream, Kevin Williamson croule sous les projets à Hollywood. Entre ses 2 nouvelles séries Dawson et Westland et les films Souviens-toi l'été dernier, The Faculty et Mrs. Tingle, il n'a plus vraiment le temps pour finir la saga qui lui a pourtant apporté la gloire. Quand il a fallu s'atteler concrètement à l'écriture du scénario, Kevin a été très honnête. Il avait des milliards de choses à faire.
Il n'avait simplement pas le temps pour faire du bon travail. Il me l'a dit franchement. J'ai trouvé son attitude très correcte, même si cela nous mettait plutôt dans l'embarras. Ceci dit, Kevin écrit malgré tout un traitement de 20 à 30 pages qui se veut beaucoup plus violent que les précédents volets, avec un rebondissement très surprenant. A l'origine, l'idée brillante de l'auteur était qu'un groupe d'adolescents fans de la saga Stab reproduisait les meurtres à Woodsboro sous les directives de Stu, l'un des 2 tueurs du premier film qui n'était finalement pas mort, mais en prison depuis tout ce temps. Mais vous êtes pas mort, espèce de connard! Dans mon histoire originale pour Scream 3, les tueurs étaient essentiellement un fan club d'adolescents de Woodsboro qui s'était formé à cause des films Stab 1 et Stab 2. Le motif était leur quête de gloire. Ils essayaient de surpasser l'histoire de Woodsboro afin qu'ils puissent être l'héritage de leur ville natale. Un twist incroyable et inattendu qui, selon moi, concluait parfaitement cette trilogie horrifique. Les frères Weinstein embauchent donc Aaron Kruger pour développer un script basé sur les notes de Kevin. Une fois le scénario bouclé, le studio planifie le tournage pour mai 1999. L'acteur Matthew Lillard est impatient de revenir, surtout pour jouer une version plus sérieuse et adulte de son personnage. J'étais censé revenir pour être le tueur dans le 3e film. Je devais être en prison et je commandais les attaques contre Sydney depuis ma cellule. J'étais excité à l'idée de revenir dans un tel projet. Tout se déroule parfaitement bien, mais un événement va tout faire basculer. Le 20 avril 1999, 3 semaines avant le début du tournage, 2 adolescents armés font éruption dans l'école secondaire de Columbine. Durant 49 minutes, ils vont progresser dans l'établissement et vont tuer 13 personnes dont 12 élèves. Cet événement est le 6e massacre le plus meurtrier perpétré dans une école aux États-Unis. Cette actualité va évidemment provoquer une grande tristesse qui va soulever des débats sur les lois de contrôle des armes à feu, la sécurité dans les écoles, mais aussi l'impact de la violence dans les jeux vidéo, la musique et les films. Il est clair que ce n'est plus le moment de sortir des films montrant des meurtres violents commis par des adolescents. Voulant éviter les critiques, les notes de Kevin sont entièrement rejetées par le studio, le but étant de divertir et non de choquer le public. Seulement quelques semaines avant le tournage, les attaques de Columbine ont éclaté et ils ont tout changé. Ils ont décidé de jeter le script et ils m'ont viré du projet. Les frères Weinstein rejettent finalement l'idée d'un massacre par des adolescents et insistent pour que l'histoire se concentre sur les éléments comiques de la série. Ils veulent carrément interdire toute effusion de sang et ne veulent aucune scène violente montrée à l'écran. Sauf que Wes Craven n'est pas du tout d'accord avec ça. Il estime qu'un long métrage comme Scream nécessite obligatoirement des scènes frissonnantes et violentes. Après quelques semaines de tension entre le metteur en scène et le studio, D-Motion Film cède mais compte bien surveiller le projet de très près. Scream 3 sera bien un film d'horreur, mais très aseptisé et l'humour sera au premier plan. De plus, avant la fusillade, le genre néo-slasher commençait peu à peu à décliner. Les sociétés de production ont toutes voulu capitaliser sur le succès de Scream en réalisant des pâles copies sans grand intérêt, ce qui entraîne la lassitude du public au bout de seulement 4 ans d'existence. C'est dans ce contexte-là qu'Aaron Kruger a la lourde tâche de tout réécrire. Il commence par changer le cadre du film, passant de Woodsboro à Hollywood. L'éloignement de la petite ville était obligatoire, car il était considéré qu'un film contenant des actes de meurtre violents dans une petite ville allait attirer fortement les critiques négatives. Si l'auteur a accepté de développer le script de Scream 3, c'est principalement pour travailler avec Wes Craven et les dirigeants de Miramax. Il assume pleinement cette mission plutôt difficile de réécrire tout le film. Lorsque vous faites un script de réécriture, cela ne vient jamais totalement de vous. Ce n'est jamais la même chose que d'écrire un script original. Très souvent, ce que vous recherchez c'est « Eh bien, avec qui vais-je travailler ? Et de qui vais-je apprendre ?» Les réponses à ces questions vous donnent beaucoup de motivation pour poursuivre un projet comme celui-ci. Dans le but de développer une histoire cohérente, il relie les scénarios de Kevin Williamson et regarde également les 2 films précédents pour mieux comprendre les personnages. Il admet que son manque d'implication dans le développement des premiers films entrave sa capacité à les représenter fidèlement, mais Wes Craven va de temps en temps modifier le scénario pour l'aider. En plus de tout ça, Neve Campbell est réticente à l'idée de reprendre une nouvelle fois les traits de Sidney Prescott. J'avais quelques appréhensions au départ. Il y a toujours un risque d'accepter de faire une suite. Les séquelles s'expliquent uniquement par le succès des épisodes précédents. Il faut donc être sûr de ne pas décevoir les fans. Les producteurs vont finalement la convaincre de reprendre son rôle une 3e fois avec un salaire revu à la hausse. En revanche, l'actrice n'est disponible que pour 20 jours, ce qui force le scénariste à modifier une nouvelle fois le script pour réduire son temps d'écran. L'histoire va alors se concentrer sur le duo Courtney Cox et David Arquette qui reviennent avec grand plaisir pour le dernier chapitre de cette aventure. Nous savions dès le départ que ce serait une trilogie. Je crois qu'ils ont fait cela parfaitement. Je trouve que Scream 3 est le meilleur de la série. Les tournages des films représentaient de grands moments de bonheur. Mais en même temps, c'est bien qu'ils s'arrêtent là. Il faut savoir mettre un point final, même aux meilleures choses. Le tournage commence le 6 juillet 1999 à Los Angeles avec un budget de 40 millions de dollars. Et pour résumer, Scream 3 a été un gros bordel à tourner. En plus du fait que le script n'était clairement pas terminé, il a aussi eu le droit à des changements tout le long du tournage. Les acteurs recevaient parfois leurs nouveaux textes juste avant de tourner les prises sur le plateau.
De plus, la production décidait très souvent de modifier des passages du film à la dernière minute. Wes Craven a donc délibérément filmé de grandes quantités de séquences contenant différentes versions. Par exemple, pour la séquence d'ouverture, 3 versions différentes sont tournées. Elles commencent toutes pareilles. On revoit Cotton Weary qui se trouve dans un embouteillage, recevant un appel du tueur qui lui fait comprendre qu'il va s'en prendre à sa petite amie, qui est actuellement en train de prendre sa douche. Il se précipite donc chez lui. Version numéro 1. Cotton rentre dans sa maison et reçoit un autre appel, mais cette fois-ci, de sa copine toute paniquée, qui lui dit qu'elle s'est cachée dans le placard suite à une agression. Cotton ouvre donc le placard et découvre le corps de Christine. Il se fait ensuite tuer par Ghostface. Version numéro 2. Christine se fait agresser en sortant de sa douche. En arrivant chez lui, Cotton découvre des coups de couteau sur la porte de son bureau. Il rentre dans la pièce et tombe sur sa petite amie qui l'agresse en pensant qu'il est devenu complètement fou et que c'est lui qui était déguisé pour lui faire peur. Elle se fait poignarder dans le dos. Cotton réussit à bloquer le tueur et tente de s'enfuir par le toit. Ghostface le poignarde dans la jambe puis le tue. Version numéro 3. C'est la version cinéma que tout le monde connaît, où cette fois-ci, Cotton n'essaye pas de s'échapper par le toit, mais se fait frapper et ensuite poignarder par Ghostface. Plus tard, une scène dans le film implique Neve Campbell poursuivie par Ghostface dans une réplique parfaite de la maison de Sydney qu'on a pu voir dans le premier film. La séquence n'était pas du tout présente dans le script à la base, mais Wes Craven a payé pour que les décors soient construits. C'était très important pour lui de revisiter le long métrage original d'une manière ou d'une autre. Le scénario du film était tellement en mouvement que la toute dernière scène de fin, qui était très banale, a elle aussi eu le droit à 3 versions différentes à cause d'un tout petit détail. La production était incertaine au sujet du destin du personnage joué par Patrick Dempsey. Il existait une version du film où il se faisait tuer. Il y a donc une séquence de fin tournée sans l'acteur, une autre où il apparaît blessé, et une où il est dans un état normal. En janvier 2000, 3 mois après avoir terminé ce fabuleux tournage, la production juge la fin inadéquate et bâclée. En effet, la fin montrait Sidney Prescott qui battait très facilement le tueur. Selon Dimension Film, comme Scream 3 était censé être le dernier chapitre, le public devait croire que Sidney pouvait mourir. Une fin alternative a donc dû être tournée en urgence. Le combat entre les deux personnages a été prolongé et une scène a été rajoutée où Roman tire sur Sidney. Il y a aussi Mark Kinkey qui fait une apparition pour simplement rajouter un jumpscare. Sorti le 3 février 2000, le long métrage est un carton au box-office avec un revenu mondial de plus de 161 millions de dollars, soit seulement 10 millions de moins que son prédécesseur. En revanche, il a été très mal reçu par les critiques qui soulignent le manque d'originalité. La franchise Scream vacille avec cette conclusion peu convaincante de la trilogie originale. Malgré le jeu de Parker posé au casting et une fin assez surprenante, le film s'essouffle à mi-parcours et devient exactement ce que le premier Scream a si intelligemment critiqué. Scream 3 évolue maladroitement sur les rythmes méta-slasher désormais familiers de la série. Les bonnes idées qui se présentent sont en grande partie recyclées des 2 films précédents. Scream 3 a été commercialisé comme le dernier volet de la série. Mieux vaut tard que jamais. Il était grand temps que la licence se repose, mais il ne faudra pas longtemps pour que l'idée d'un 4e épisode surgisse. Après la sortie du 3e film, toute l'équipe avait promis de ne jamais revenir pour une autre suite. Pourtant, des rumeurs persistent concernant un potentiel 4e opus. Les années passent, mais aucune information officielle ne sort. Mais en 2008, le scénariste Kevin Williamson, qui est très occupé avec sa nouvelle série Vampire Diaries, lui vient tout d'un coup une idée. Un jour, j'étais juste assis et j'ai commencé à penser à Scream 4. J'ai tout de suite vu quelle était l'histoire et l'intrigue de cette nouvelle aventure. C'était un grand retour à Woodsboro. Bob Weinstein est ravi d'apprendre que l'auteur souhaite rempiler. Il faut dire qu'en seulement 3 films, la franchise a rapporté un peu plus de 500 millions de dollars. Le projet est officiellement annoncé en juillet 2008 par la Weinstein Company et parle déjà d'une nouvelle trilogie. Le metteur en scène Wes Craven déclare qu'il est d'accord pour revenir, à condition que le scénario soit aussi bon que le premier film. On se demande d'abord à quoi ressemble le scénario et qui participera. Je n'avais pas revu Kevin depuis un bail, il m'a raconté son pitch, qui ne concernait pas un seul film, mais carrément une nouvelle trilogie. J'ai été fasciné par son concept, et quand les premières pages du scénario sont arrivées, j'ai constaté qu'il était au top de sa forme. Je n'ai donc pas longtemps hésité. Depuis la sortie de Scream 3, les films d'horreur ont bien changé. Le début des années 2000 marque la fin des slashers classiques et autoréférentiels aux innombrables suites. Si les slashers ont subi une lourde censure dans les années 80 jusqu'à la fin des années 90, la MPAA va être beaucoup plus conciliante dans les années 2000.
Les franchises comme Hostel et Saw vont en profiter comme il se doit pour imposer un nouveau genre horrifique. Malgré des scènes très graphiques, ces longs métrages font, contre toute attente, un carton au box-office. Pendant ce temps, un autre phénomène se pointe. Je veux bien sûr parler des remakes. Toutes les sagas ont le droit à leur version plus moderne. Mais pour une franchise comme Scream, pas question de faire une nouvelle version. Les Weinstein sont conscients qu'ils ne peuvent pas produire un film sans les personnages principaux que le public affectionne tant. Le cas de Scream 4 est unique. Je ne vois aucun autre long métrage qui permette de suivre l'évolution de 3 personnages toujours interprétés par les mêmes comédiens sur une période de 16 ans. Prenez Neve Campbell par exemple. Vous l'avez vu grandir, passer du statut de lycéenne à celui d'adulte. En revanche, cette séquelle est prévue pour être beaucoup plus sanglante pour ne pas paraître trop douce face aux autres films bien plus bourrins. En dehors du cinéma, la société a elle aussi beaucoup évolué en seulement 10 ans. Déjà, avec l'explosion de la télé-réalité depuis les années 90 qui démontre que dorénavant, nous ne sommes plus obligés d'avoir un talent particulier pour acquérir une notoriété, mais aussi avec internet et surtout, l'émergence des réseaux sociaux. Le scénariste va donc s'amuser à insérer ces nouveaux phénomènes de société dans son script. Depuis les années 2000, les carrières de Neve Campbell, Courtney Cox et David Arquette n'ont pas vraiment décollé. Depuis l'arrêt de la série La Vie à 5, Neve Campbell, qui voulait vraiment se détacher des films d'horreur, se tourne vers la comédie et le drame indépendant. Lorsqu'elle est contactée par Kevin Williamson en 2008, l'actrice s'interroge. Quand j'ai été contactée pour Scream 4, ma première réaction a été d'appréhender. Je n'étais pas sûre que ce soit une bonne idée, et j'ai mis 7 mois à accepter. J'avais juré que je n'en ferais pas d'autres. Mais c'était il y a 10 ans, et les temps changent. Suffisamment d'eau avait coulé sous les ponts pour que je me dise que ça pouvait finalement être fun d'en faire un nouveau, pour nous, comme pour le public. Revisiter le personnage de Sidney Prescott aujourd'hui me semblait plutôt judicieux. Kevin Williamson est venu me résumer l'idée de ce 4e film et je l'ai trouvée brillante. Du côté de Courtney Cox, les projets s'enchaînent. Elle interprète toujours Monica Geller dans la série Friends qui connaît toujours un énorme succès jusqu'en 2004. En 2001, elle produit et joue dans la comédie romantique Amour sous thérapie. En 2004, l'actrice est initialement engagée par le producteur Mark Cherry pour le rôle principal de Susan Mayer dans la série Desperate Housewives. Mais elle est indisponible en raison de sa grossesse et le rôle est finalement donné à Terry Hatcher. En 2007, elle joue au cinéma dans le blockbuster fantastique Histoire enchantée qui rencontre un franc succès au box-office mondial avec plus de 220 millions de dollars. Et enfin, à partir de 2009, elle joue dans la série Cougar Town qui est diffusée sur ABC. Quand elle est contactée pour reprendre le rôle de Gail Weathers, Courtney accepte sans hésiter. Et enfin, pour David Arquette, plus sérieusement, il n'a pas choisi les meilleurs projets. Je veux bien citer au moins Rakata que j'ai aimé voir quand j'étais adolescent, mais il n'a pas connu un grand succès. Bref, le retour du trio d'acteurs dans Scream 4 est officiellement confirmé par Variety en septembre 2009. En avril 2010, plus de 12 rôles sont dévoilés au public pour démarrer les auditions. Hayden Panettiere est officiellement prise pour le rôle de Kirby Reed. À ce moment-là, l'actrice avait déjà une certaine notoriété grâce à son interprétation de Claire Bennett dans la série Heroes. L'acteur Rory Culkin signe également pour interpréter le geek Charlie Walker, qui rappelle énormément Randy. L'actrice Ashley Greene, qui est connue grâce à son interprétation d'Alice Cullen dans la saga Twilight, se voit offrir le rôle de Jill Roberts, la cousine de Sidney. Mais suite à des soucis de planning, le rôle revient finalement à Emma Roberts. Quand j'étais en route pour l'audition, je me disais j'ai le trac, je ne veux pas y aller. J'ai failli annuler au dernier moment, mais je me suis fait violence. Quand j'ai appris que je l'avais, j'ai hurlé de joie. Nous retrouvons également l'actrice Marley Shelton pour le personnage de Judy Hicks, Eric Neusden est choisi pour le rôle de Robbie Mercer, Anthony Anderson, qui avait tourné dans la franchise Scary Movie, est également de la partie dans les traits de la Joan Perkins. Et pour finir, nous avons également Nico Tortorella en tant que Trevor Sheldon au caractère qui rappelle fortement celui de Billy Loomis. Le tournage débute le 25 juin 2010 avec un budget de 40 millions de dollars. Même si le réalisateur est heureux de revoir toute l'équipe au complet, il ressent malgré tout une certaine pression. Comme pour le film précédent, le scénario subit de nombreux changements. Suite à des différends artistiques entre Kevin et le studio, le scénariste de Scream 3, Aaron Kruger, est engagé pendant la production pour réécrire certaines scènes, ce qui ne plaît pas du tout au metteur en scène. Il y a eu une période chaotique dans la production lorsque le scénario est passé de Kevin à Aaron. J'avais signé pour réaliser un script écrit par Kevin, mais malheureusement cela n'a pas fonctionné jusqu'à la fin du tournage. Mais ça reste le scénario, les personnages, le concept et les thèmes de Kevin. A l'origine, la scène d'ouverture devait être beaucoup plus courte et brute. On y voyait Marnie Cooper prendre une boisson au frigo. En le fermant, Ghostface apparaît et poignarde sa copine Jenny Randall. Ouais.
Pensant d'abord à une énième blague pour célébrer les 15 ans des premiers meurtres de Woodsboro, elle ne réagit pas tout de suite. Quand elle comprend le réel danger qui se trouve face à elle, elle tente de s'échapper mais se fait rattraper et poignarder à son tour. Plus tard, on aurait pu voir les deux corps pendus et les tripes à l'air rappelant les premiers meurtres de Scream avec en prime un caméo de Wes Craven en tant que médecin légiste. Après le meurtre d'Olivia, une scène coupée apporte un petit détail assez important. On apprend que son corps est retrouvé avec une chatière autour de son cou. Un clin d'œil évident à la mort de Tatum dans le premier film. Il y a aussi la scène de mort du personnage d'Anthony Perkins qui est poignardé au front, qui ne figurait pas dans le scénario. Elle est inspirée par une urgence médicale que le metteur en scène avait vue dans un documentaire sur une personne ayant reçu un coup de couteau dans la tête avant de rentrer lui-même aux urgences. Wes Craven ne prévient pas le studio quant à cette approche pour réaliser la mort de ce personnage et plaisante sur le fait qu'il espère ne pas être viré le lendemain du tournage. La fin originale n'était pas du tout la même non plus dans le scénario de base. Le film devait se terminer avec l'évacuation de Jill vers l'hôpital alors qu'elle parle avec Dewey dans une ambulance. Soudainement, un ambulancier retrouve Sidney encore en vie dans la maison de Kirby. Le film devait se terminer sur un cliffhanger, laissant penser que Jill serait la principale antagoniste d'un potentiel Scream 5. Certaines rumeurs disent que dans une potentielle suite, Sidney aurait souffert d'amnésie, incapable de se souvenir que Jill est la tueuse. D'autres rumeurs font état du désarroi que Kevin Williamson a ressenti à la suite de l'abandon de cette fin. Il y a aussi le fait que le personnage de Trevor Sheldon devait initialement être le tueur. Mais étant le petit ami de Jill, la production juge cette idée trop ressemblante à celle du premier film où le tueur était le petit ami de Sidney. Par ailleurs, la scène du stab-bâton et l'attaque de Gale ne figuraient pas dans le script original non plus. Et pour la toute première fois dans la franchise, des effets spéciaux numériques sont utilisés pour les besoins du tournage. Par exemple, au lieu d'utiliser des couteaux avec des lames rétractables, la lame a été ajoutée en post-production. Pour la promotion du film, Wes Craven s'est amusé à communiquer via les réseaux sociaux. Je tweetais tout le temps sur ce film. Toutes ces nouvelles technologies modifient notre monde et les événements qui nous entourent. C'est un des thèmes importants du film. La nouvelle génération possède de tout nouveaux moyens pour communiquer. Sorti le 13 avril 2011, Scream 4 obtient un box-office mondial de 97 millions de dollars, des recettes jugées décevantes. Par contre, le film est un joli succès en France. Les avant-premières rassemblent plus de 100 000 spectateurs et finira sa course avec plus d'1 million d'entrées avec des critiques positives. Scream 4 est une bonne surprise puisqu'il échappe au naufrage annoncé. Prenant et souvent très drôle tout en maintenant une certaine tension, il donne encore une fois dans l'autocritique et l'autoréférence avec une décontraction assumée. Scream 4 perpétue la tradition d'un cinéma d'horreur mainstream, ravivant la saveur des films fantastiques des années 90. On avait presque oublié qu'il était possible de faire peur sans reprendre des procédés hérités du jeu vidéo, ni tomber dans la surenchère crapoteuse. C'est une réussite. Avec un box-office aussi moyen, le projet d'un 5e opus est malheureusement compromis. Il faudra attendre plus de 10 ans pour revoir Ghostface au cinéma. Dès le développement de Scream 4 en 2008, le scénariste Kevin Williamson rédige des ébauches de 2 autres suites car comme vous le savez déjà, une nouvelle trilogie était prévue dès le départ. Scream 5 est alors pensé pour mettre en scène les survivants du 4e opus, incluant Jill Roberts, qui aurait dû être vue par tout le monde comme la nouvelle héroïne, et Sidney Prescott, possiblement amnésique. Dans Scream 5, Jill Roberts arrivait à la fac et une série de meurtres se déclenchait dans le campus. Le tueur était quelqu'un qui savait que Jill était elle-même la meurtrière dans le précédent film. Le tueur faisait tout cela pour que Jill soit exposée et dénoncée, donc elle devait couvrir des meurtres qui n'étaient pas les siens. C'était l'histoire d'une rencontre entre 2 tueurs en série, et Sidney était professeur dans cette école. Malheureusement, suite aux pressions et mauvais choix des Weinstein qui faisaient encore la pluie et le beau temps à ce moment-là, Kevin décide de fuir le projet en plein milieu de la production. Scream 4 sort le 13 avril 2011 face à Rio qui n'en fera qu'une bouchée. Même s'il reste un succès commercial, les résultats sont tout simplement décevants. Mais Bob, qui est très attaché à la franchise, enfin à l'argent, ne met pas Ghostface au placard pour autant. Paradoxalement, aucune information ne sort pendant plusieurs années. Wes Craven, qui a déjà signé un contrat pour réaliser les films suivants, demandera directement aux fans sur Twitter s'ils veulent réellement un 5e film. Pas de nouvelles encore pour Scream 5. Les gars, vous en voulez vraiment un autre ? Et en avril 2014, Neve Campbell évoque ses doutes concernant l'avenir de la franchise au profit de la série télévisée en développement. Car oui, contre toute attente, la chaîne MTV annonce avoir officiellement commandé une première saison de 10 épisodes qui sera diffusée pour 2015. La série offre de nouveaux personnages, une nouvelle histoire et un tout nouveau masque au tueur. Une nouveauté qui ne plaira pas à tout le monde.
Le masque est organique, direct et sombre. Scream était incroyablement emblématique, mais nous avons voulu le réinventer pour la série tout en gardant bien sûr les éléments qui en ont fait un emblème, le masque y compris, mais aussi l'histoire d'adolescents, l'humour de la pop culture, les frayeurs et le tueur. Une petite polémique éclate sur les réseaux sociaux. Accusé d'avoir dénaturé son œuvre, Wes Craven, qui sera crédité au générique, a réagi dans une interview donnée au Hollywood Reporter. J'ai seulement prêté mon nom pour cette série. Je suis trop occupé de toute façon pour faire autre chose que cela. On ne va pas se mentir, c'est une manière très polie de dire qu'il a encaissé un joli chèque, rien de plus. Bref, comme prévu, le 30 juin 2015, la série est diffusée pour la première fois et trouve son petit public. Le show est renouvelé pour une saison 2, toujours avec les mêmes personnages, puis une troisième saison catastrophique sur VH1 qui sera un reboot sorti en 2019 intitulé Scream Resurrection, où cette fois-ci, le masque original sera de retour. Les critiques et les fans ne seront pas tendres avec cette nouvelle formule et à juste titre. La licence n'a donc plus vraiment d'avenir. Mais c'est durant l'été 2015 que les fans de la franchise vont être bouleversés par une mauvaise nouvelle. Le 30 août 2015, Wes Craven meurt à l'âge de 76 ans des suites d'une tumeur au cerveau. Tous les fans et plusieurs acteurs vont bien évidemment lui rendre hommage sur les réseaux sociaux en publiant de très beaux dessins et des messages émouvants. Aujourd'hui, le monde a perdu un grand homme. Mon ami et mentor Wes Craven, mes pensées vont à sa famille. Je suis dévastée d'apprendre le décès de Wes. Ma vie ne serait pas ce qu'elle est sans lui. Je serai éternellement reconnaissante pour sa direction brillante, son sens de l'humour, sa gentillesse et son amitié. Il nous a tous divertis pendant des décennies et a inspiré tant de personnes à suivre son chemin. J'aimais beaucoup Wes et il me manquera pour toujours. J'ai eu la chance de travailler avec Wes Craven, l'une des âmes les plus douces qui a fait les films les plus effrayants. Difficile à présent d'imaginer quelqu'un d'autre réaliser un Scream. Du côté du cinéma, si les années 2000 ont connu la folie des remakes en tout genre, un autre phénomène arrive vers la fin des années 2010 et va prendre le dessus, les requels. Un requel est un film qui revisite le sujet d'un classique, mais sans être un remake. C'est même tout le contraire. Il est en fait sa nouvelle suite directe. En gros, on efface toutes les mauvaises suites boudées par le public et on recommence en tentant d'être le plus fidèle possible à l'original. La première saga qui va réellement lancer cette mode, c'est Halloween. Le film sort le 19 octobre 2018 et c'est un énorme carton avec plus de 250 millions de dollars au box-office mondial. Deux suites sont immédiatement annoncées, Halloween Kills et Halloween Ends. Après cet énorme succès, Jason Blum, le président de la Blumhouse, se montre intéressé pour récupérer les droits de la franchise. Un cinquième film est finalement annoncé en novembre 2019, produit par la société Spyglass Media Group, désormais détentrice des droits de la saga à la suite du rachat de la Weinstein Company. En parallèle, le film d'horreur Ready or Not, réalisé par le duo Matt Bettinelli Olpin et Tyler Gillett, devient un beau succès surprise au box-office avec plus de 55 millions de dollars durant l'été 2019. La Paramount se penche sur ces deux metteurs en scène pour reprendre les rênes de la franchise. Pour être honnête, on a reçu cette proposition avec un vrai mélange d'excitation et de terreur. Mais on savait également qu'on allait avoir du pain sur la planche pour se montrer à la hauteur de cet héritage, surtout que Wes Craven est l'un de nos cinéastes préférés. C'est en mai 2020 qu'on apprend que Jen Vanderbilt, scénariste des deux The Amazing Spider-Man, et Guy Busick ont écrit un scénario qui, selon les réalisateurs, rend parfaitement hommage à la carrière de Wes Craven. Kevin Williamson est appelé à la rescousse et reprend du service en tant que producteur exécutif. Le projet démarre sur de très bonnes bases donc. Il faut maintenant que les deux metteurs en scène arrivent à convaincre les survivants des 4 premiers épisodes à revenir. Même si cette nouvelle aventure se concentre sur un nouveau groupe de personnages, le trio Sidney, Gale et Dewey a malgré tout son importance dans cette 5e histoire. Il faudra attendre septembre 2020 pour que Neve Campbell confirme son grand retour dans la saga. Je suis très craintive à l'idée de faire un autre Scream sans Wes parce qu'il était un tel génie qu'il est la raison pour laquelle les films sont ceux qu'ils sont. Les deux réalisateurs m'ont envoyé une lettre très touchante sur Wes Craven, comment il a été une inspiration pour eux et comment ils tiennent vraiment à l'honorer. Cela voulait dire beaucoup pour moi, donc nous verrons. J'espère que nous pourrons tous nous mettre d'accord sur le projet et trouver un moyen de le réaliser. Courtney Cox et David Arquette confirment sans surprise eux aussi leur participation. Le site Deadline annonce également le retour de Marley Shelton dans le rôle du shérif adjoint Jody Hicks, introduit dans le 4e épisode. Drew Barrymore est appelée pour faire un caméo vocal où elle fera la voix du proviseur du lycée qu'on peut entendre juste ici.
L'actrice Melissa Barrera est confirmée dans le rôle de Samantha Carpenter, qui sera le personnage principal. Jenna Ortega est prise pour jouer la sœur de Sam, Tara Carpenter. Dylan Minnette, connu grâce à la série 13 Reasons Why, est pris pour jouer le fils de Judy, Wes X. Mason Gooding, qui est apparu dans la série Love Victor, joue ici Chad Mix Martin. Jack Quaid, qu'on a pu voir dans les Hunger Games et plus récemment dans la série The Boys, est engagé pour le rôle de Richie Kirsch. Bien que Billy Loomis soit décédé, le personnage revient d'une manière fantomatique en tant qu'hallucination. How you doing, Sam? Nous étions tous dans la même pièce en même temps, en train de lire une copie du scénario. On s'est tous regardés dans les yeux et j'ai dit « Putain de merde, ils ont ramené Billy, c'est incroyable !» Donc, Skeet Ulrich fait partie du casting, comme Roger Jackson qui est officiellement de retour pour faire la voix emblématique du tueur. This isn't fucking funny, Amber. I told you, this isn't Amber. Le tournage démarre le 22 septembre 2020, mais malheureusement, dès la première semaine, 3 acteurs sont testés positifs au Covid-19 et sont placés en quarantaine. Le planning est néanmoins maintenu, les personnes en question n'ayant pas été en contact avec le reste du casting, les réalisateurs et le directeur de la photographie. Malgré la pandémie, le tournage se passe dans de très bonnes conditions. Les nouveaux acteurs se lient d'amitié et partagent beaucoup de bons moments. Neve Campbell se dit excitée de retrouver le casting original ainsi que de rencontrer les nouveaux acteurs. J'ai 47 ans et je vais être couverte de sang. Je suis excitée à l'idée de revenir. Je suis ravie de retrouver Courtney et David. Je suis également contente de découvrir cette nouvelle génération d'acteurs et heureuse de travailler avec ces nouveaux réalisateurs. La jeune comédienne Jenna Ortega débute son premier jour de tournage avec beaucoup de pression. Elle est la fameuse première victime de Ghostface. Une séquence d'introduction identique à celle de Drew Barrymore dans le premier Scream. Le problème, c'est que la scène avec Drew Barrymore où elle joue Casey Baker est l'une de mes scènes préférées de tous les temps au cinéma. De plus, cela n'aurait pas pu être fait plus parfaitement, donc c'est difficile parce que je sais que tous les films Scream depuis lors ont été une sorte de réitération ou de jeu sur cette scène. Donc je voulais en quelque sorte rendre celui-ci différent d'une manière ou d'une autre, mais je n'ai pas non plus l'impression d'essayer d'arnaquer qui que ce soit. Je ne pourrais jamais faire ça. Je voulais en faire le mien, mais je voulais aussi m'assurer que la reconnaissance et le respect pour Drew, Wes et Kevin étaient bien là. Je sais que les gens sont très critiques, parce que cela a établi une telle norme. Être dans la première scène de la franchise, c'est tellement emblématique. Je pense que c'est quelque chose que la communauté Scream critique beaucoup. C'est très hardcore, et je ne voulais tout simplement pas laisser tomber qui que ce soit. Après 11 ans d'absence, la saga revient officiellement le 12 janvier 2022. Une large campagne promotionnelle est enclenchée et plusieurs affiches sortent avec le titre Scream, qui n'est étrangement pas suivi d'un numéro 5. À l'origine, nous l'avons toujours appelé Scream 5 car c'est le 5e. Paramount pourrait le confirmer probablement, mais je crois simplement qu'on a enlevé le 5 car ça marche de l'appeler juste Scream, vu que c'est comme un tout nouveau film. Il y a le casting d'origine et la façon dont ils se font dans ce nouvel univers avec cette nouvelle génération. Cela fonctionne vraiment très bien entre eux. Même si on a envie de croire ce bon vieux Kevin, il ne fait aucun doute que le titre Scream 5 aurait sûrement découragé une partie du public. Même si les suites sont très courantes, elles ont toujours une sale réputation. C'est donc simplement un moyen de faire un maximum d'entrées. Le long métrage est un très beau succès, devenant même le premier film à détrôner Spider-Man No Way Home au box-office américain. Sorti en pleine pandémie, le film rapporte plus de 139 millions de dollars dans le monde. Aux États-Unis, il a été salué par la critique pour avoir honoré l'héritage de Wes Craven et offert un méta-commentaire réfléchi sur les films d'horreur. Certains n'hésitent pas à dire que c'est tout simplement la meilleure des suites. Le nouveau Scream est une bombe et mon préféré depuis l'original. Il y a une écriture subtile, un bel équilibre entre les scènes de frissons bien réalisées et un regard amusant sur l'horreur moderne. C'est également un film qui ne se prend pas au sérieux tout en restant sanglant et un bon divertissement. Je suis fan. Scream est un bon divertissement, sanglant et bruyant, fait pour le cinéma. Il plante un couteau en plein cœur des requels, de l'horreur pour intello et des groupes de fans toxiques. Sérieusement, aucun gros film de franchise n'est épargné. C'est Scream au meilleur de sa forme depuis la première suite, aisément. Suite à ça, un 6ème opus est très vite annoncé pour une sortie le 8 mars 2023. Dans cette séquence où on peut voir le tueur derrière Andy, c'est le seul moment du film où il y a réellement Skeet Ulrich sous le costume. C'est lui qui a spécifiquement demandé s'il pouvait porter le costume pour une scène. Pour les autres moments du film, c'est un cascadeur sur les traits de Ghostface.
Plus tard, dans la séquence où Sidney attaque Billy avec un parapluie, Skeet Ulrich a eu vraiment très mal. La cascadeuse qui jouait Sidney ne voyait malheureusement pas très bien à cause du masque. Son cri est donc sincère. Rose McGowan, qui joue la meilleure amie de Sidney Prescott, se fait tuer alors qu'elle essaye de fuir d'un garage par la petite entrée réservée aux animaux de compagnie. Mais en réalité, la comédienne a découvert pendant le tournage de cette scène qu'elle aurait très bien pu passer par cette entrée. Elle a donc dû faire semblant d'être coincée. Les séquences du film Stab qu'on peut voir tout au long du film ont tous été réalisées par Robert Rodriguez lui-même. C'est plutôt drôle quand on sait que le metteur en scène avait été approché à l'époque pour tourner le premier Scream. A l'origine, Scream 2 devait se terminer par un plan avec un troisième Ghostface veillant depuis le clocher du campus. Sûrement l'un des tueurs prévus pour Scream 3. Pendant quelques fractions de secondes, nous pouvons apercevoir une marque de rouge à lèvres sur la main de Randy, ce qui prouve que c'est bien Madame Loomis qui l'a tué. Avant le tournage du troisième film, David Arquette a proposé à sa femme Courtney Cox de se couper les cheveux comme Betty Page, donnant ainsi lieu à cette frange complètement ratée. Lorsque Sidney poignarde le tueur dans le dos avec un pic à glace, Neve Campbell a raté le coussin dans lequel elle était censée enfoncer le pic. Le cri de Scott Foley est donc authentique. Dans Scream 4, quand Jenny parle des films Stab, elle parle d'un épisode avec un voyage dans le temps. C'est un clin d'œil à Wes Craven, qui avait eu l'idée d'un voyage dans le temps pour le film Le Cauchemar de Freddy, mais le studio l'a rejeté. Lorsque l'hommage à Wes Craven apparaît au tout début du générique de fin, on peut entendre le chant des oiseaux. C'est parce que le metteur en scène était également connu pour être un amoureux de la nature. Il s'était battu tout le long de sa vie pour protéger les espèces d'oiseaux en voie de disparition. Si vous regardez attentivement, vous pouvez voir dans Scream 5 une boîte contenant les cendres de Tatum sur une étagère chez Dewey. Un peu plus tard dans le film, Sidney fait une brève référence au fait d'avoir un mari qui s'appelle Mark. Les metteurs en scène ont confirmé que son mari était bien Mark Kincaid de Scream 3, joué par Patrick Dempsey. Ensuite, pendant la scène qui révèle que Kirby est toujours en vie via un lien YouTube, si vous regardez de très près, vous pouvez également voir une vidéo qui se demande si Stu a survécu. Et pour finir, dans le film original, Sidney utilise un système d'urgence en ligne pour appeler la police. Cette séquence était censée la montrer en train de taper l'adresse 34 M Street, mais elle a été coupée. Il s'agit bien évidemment d'une référence au film Les Griffes de la Nuit, qui a été reprise dans ce 5e film. En effet, on peut voir le panneau M Street juste ici. Et voilà, c'est tout pour la saga Scream. J'espère que vous avez passé un bon moment et on se retrouve comme d'habitude pour d'autres rétrospectives. En attendant, n'oubliez pas de commenter, liker et à vous abonner.